On le sent bien, ce besoin de connexion, n'est-ce pas? Oui. Ce désir de partager des choses, que ce soit des idées, des moments ou même un toit. Oui, c'est vrai, dans un monde qui va très vite, où on peut vite se sentir un peu seul. Exactement. Alors la question c'est comment on fait pour renforcer ce fameux vivre ensemble? Hmm. Vaste question. C'est justement le cœur de notre discussion aujourd'hui. Une sorte de plongée dans ce qu'on pourrait appeler la richesse en partage. Et pour ça, on va regarder de plus près un ensemble de documents qui touchent à plein d'aspects de la vie collective aujourd'hui. D'accord. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu ce que ça veut dire vivre ensemble maintenant. On va regarder les nouvelles formes d'habitat, comme le co-living. Oui. On va aussi parler de l'engagement bénévole, son poids, sa valeur, et même comment l'architecture, comment elle peut jouer un rôle dans nos interactions. Intéressant comme programme. Ok, alors, on se lance. Commençons par là où on vit, hein, le logement, Le logement, oui, c'est central. le co-living. On en entend pas mal parler. C'est quoi concrètement? On a un exemple, la société Omise à Tourcoing. D'accord. Omise. C'est une grande maison, genre 500 mètres carrés, qui a été rénovée et c'est pensé pour des jeunes actifs. Le principe, c'est chambre privée, meublée, ok, L'espace perso. voilà, mais surtout de très grands espaces communs. Cuisine, salon, salle à manger et même une salle de sport. Ah oui, quand même. C'est pas juste une coloc classique alors. Non, c'est plus structuré. Et la promesse, c'est une formule tout compris, entre 600 et 800 euros environ. D'accord. Ça couvre le loyer, les charges, le ménage des communs, Internet et même les abonnements streaming genre Netflix, Canal+, Amazon. Tout inclus, la totale, hein. Ça simplifie drôlement les choses, ça. C'est l'idée. Comme le dit la cofondatrice Agnella de La Ville Montbazon, l'objectif c'est de combiner cet espace privé nécessaire avec le confort et la convivialité des espaces et des services partagés. Oui, ce qui est fascinant ici, c'est pas seulement la mutualisation des coûts, même si c'est évidemment un avantage, Bien sûr. mais le co-living, ça essaie vraiment de répondre de façon structurée à des enjeux très actuels. On parle beaucoup de mobilité pro, du risque d'isolement dans les grandes villes, Mhm. et là, on propose une sorte de kit de démarrage social, si on veut. On arrive, on pose sa valise et hop, la communauté est déjà là. Ou en tout cas, le cadre est fait pour la favoriser. C'est un peu comme hacker la création de communautés. La rendre plus facile, plus rapide. C'est un peu ça, oui. Une approche presque programmatique. Les mots importants, c'est cohabiter, espace commun, convivialité. On vend pas juste un toit, on vend une expérience sociale facilitée et une simplification logistique radicale. Présenté comme ça, c'est vrai que ça a l'air presque idéal. Mais cette vie en communauté, même organisée, est-ce que c'est si simple au quotidien? Ben, Les documents mettent l'accent sur les avantages, c'est sûr. Mais on imagine bien les petites frictions possibles, non? oui, forcément. L'intimité, par exemple. Est-ce qu'on peut vraiment se sentir chez soi, avoir son petit cocon, quand on vit si près des autres? C'est une vraie question, le fameux être entre ces quatre murs. Ah, Le classique des colocations, mais peut-être à plus grande échelle. l'expression faite comme chez vous, elle est un peu piégeuse ici, non? C'est exactement là qu'est l'équilibre, délicat. Pour que ça marche, ces lieux, ça dépend énormément de la clarté des règles du jeu. Et surtout, du respect mutuel. La gestion du bien commun, c'est clé. Comment on gère les désaccords, les personnalités différentes? Justement, les sources qu'on a, elles parlent ailleurs de l'importance de la gestion des conflits dans la vie collective. Est-ce que c'est géré de l'extérieur, comme chez Omise, par la société, ou est-ce que c'est en autogestion par ceux qui vivent? Ça change tout, j'imagine. Et la dynamique n'est pas la même, c'est sûr. Et puis, il y a la question de savoir si ce modèle est adaptable. Pour l'instant, ça vise surtout les jeunes actifs. Oui. Mais quand on regarde les chiffres dans les documents, on voit que 36% des seniors qui pensent à un autre type d'habitat, ils le font pour fuir la solitude. Ah oui, c'est énorme. Ça montre bien que ce besoin de lien social, il dépasse largement cette tranche d'âge. Alors le co-living ou des formes proches, est-ce que ça pourrait être une solution pour d'autres publics? C'est une piste intéressante à creuser, je trouve. Cette idée de partager l'espace pour créer du lien, ça nous amène assez naturellement à penser à une autre ressource qu'on peut mettre en commun, notre temps. Notre énergie, Le temps, une ressource précieuse. et ça, c'est vraiment le cœur du bénévolat. Les documents qu'on a étudiés, ils soulignent plein d'aspects positifs. Ouais, c'est souvent présenté comme très valorisant.
C'est décrit comme une activité hyper gratifiante, même s'il n'y a pas de salaire. Il y a même des études qui montrent des bienfaits sur la santé physique et mentale, surtout chez les seniors. Ça maintient actif, ça crée du lien. C'est ça. Et puis, c'est une super occasion d'apprendre des choses. On peut découvrir ses compétences cachées, acquérir de nouvelles aptitudes, se former sur le tas, quoi. Une forme d'apprentissage informel, très riche. Et bien sûr, le lien social. C'est un moyen puissant de se faire des amis, de rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais croisés sinon. Tout à fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. C'est un travail non payé, mais qui a l'air de générer une richesse humaine considérable. Les mots qui reviennent, c'est bénévole, bonne volonté, entraide. Absolument. Le bénévolat, c'est un des piliers. Un peu invisible parfois, mais fondamental de la collectivité. Invisible, oui, c'est le mot. Il tisse les liens de solidarité. Il fait vivre les territoires. Il apporte une aide là où ben, ni le marché ni l'État ne peuvent ou ne veulent toujours aller. Mais il faut peut-être nuancer un peu. Ce n'est pas toujours facile, j'imagine. Ah non, attention à ne pas idéaliser. Les sources, elles montrent aussi l'envers du décor. Souvent, il faut un engagement en temps fixe. Ça demande une vraie disponibilité, une motivation qui doit durer. Oui, on ne peut pas juste venir quand on veut. Pas toujours. Et l'implication émotionnelle, elle peut être très forte, parfois même épuisante, surtout dans le secteur social, par exemple. On donne beaucoup de soi. Exactement. Ce don de soi, c'est noble, bien sûr, mais ça peut déborder sur la vie perso ou pro. Et puis, il y a le risque, bien réel, de la frustration. La frustration. Comment ça? Ben, quand on met beaucoup d'énergie et que les résultats tardent à venir, ou que l'organisation manque de moyens, ou que l'effort collectif semble pas équilibré, quoi, le découragement peut s'installer. Je vois. On a d'ailleurs un exemple concret dans les documents, celui d'un tiers-lieu à Mont-sur-Lier. Ah oui, ces espaces un peu hybrides. C'est ça, ni maison, ni travail, pour les projets collectifs, les rencontres. Et bien là, les bénévoles, malgré tout leur dévouement, ils ont fait face à de grosses difficultés financières. D'accord. Ça a même mené à la fermeture, faute de soutien des institutions et face aux dettes qui s'accumulaient. Ça montre bien la précarité possible de ces initiatives qui reposent beaucoup sur les bonnes volontés. Vous parlez de ces frustrations, de cet investissement qui peut être lourd. Si ces bénévoles, ces bonnes volontés sont si importants pour les associations, pour la vie locale, comme vous dites, est-ce que cette fragilité, elle risque pas, à la longue, de mettre en danger le fonctionnement de plein d'associations et de tiers-lieux qui dépendent presque uniquement d'eux? C'est une question, oui, absolument centrale. Le rôle des bénévoles, il est irremplaçable pour une quantité énorme d'initiatives, culturelles, sportives, sociales, éducatives. C'est vrai quand on y pense. Sans eux, des pans entiers de la vie de la communauté s'effondreraient, tout simplement. Ils incarnent concrètement la solidarité, l'entraide. Pensez aux clubs de sport pour les jeunes, aux petits festivals, à l'aide alimentaire, au soutien scolaire. La liste est longue. Infinie quasiment, leur contribution est massive, mais souvent elle est peu visible, peu reconnue structurellement. Donc votre question, elle pointe vers un enjeu majeur. Comment on fait pour mieux valoriser, mieux soutenir, mieux accompagner ces bénévoles? Pour éviter l'épuisement, la frustration. Exactement. Pour que leur engagement, qui est si précieux pour la collectivité, puisse durer dans de bonnes conditions. C'est un défi essentiel pour que nos communautés restent vivantes. D'accord. Alors, on a parlé de partager nos lieux de vie, notre temps. Et si on regardait maintenant l'environnement bâti? Est-ce que la façon dont nos villes, nos immeubles sont faits, est-ce que ça peut influencer notre capacité à vivre ensemble? L'impact de l'architecture, oui. C'est la piste qui est explorée dans la partie culture des documents, avec ce titre assez parlant. Construire le vivre ensemble. Hmm. On y trouve des exemples d'architecture assez marquants. D'abord une référence historique, la Cité radieuse de Le Corbusier, à Marseille. Un classique. Citée comme une réalisation pionnière, une des premières tentatives de penser un immeuble comme une vraie unité de vie collective avec des services intégrés, etc. Oui, l'unité d'habitation. Et puis, il y a des projets plus récents qui poussent l'idée peut-être encore plus loin. Par exemple, l'Arbre Blanc à Montpellier, conçu notamment par l'architecte japonais Su Fujimoto. Ah oui, celui avec tous les balcons. Exactement. L'image est saisissante. On dirait un cône de pin géant, avec une quantité incroyable de balcons, de terrasses qui partent dans tous les sens, parfois sur plus de 7 mètres. Spectaculaire. L'intention de l'architecte, elle est citée dans les sources, elle est très claire. Créer des espaces extérieurs généreux pour que les habitants se tiennent dehors.
pour qu'ils voient leurs voisins, pour créer une expérience diversifiée. L'idée, c'est de provoquer la rencontre, en quelque sorte. C'est ça, utiliser l'architecture pour stimuler la vie à l'extérieur de l'appart et donc potentiellement favoriser les rencontres, la convivialité. Une architecture extravertie. Et il y a aussi cette autre vision, peut-être plus utopique, la cité végétale de Luc Schuité. Ah, chuité, oui. Le biomimétisme. L'image qu'on a, elle suggère une ville où la nature serait partout, grimpant sur les murs, intégrée au bâtiment. L'idée derrière, c'est que cette fusion entre le bâti et le végétal, ça favoriserait pas seulement le bien-être de chacun, mais aussi la sociabilité, en créant des espaces plus agréables, plus partagés. Si on prend un peu de hauteur, ce qui est frappant avec ces exemples, c'est qu'ils vont au-delà de la simple question d'esthétique ou de fonction. Ce sont des tentatives euh, délibérées de concevoir la sociabilité. De la dessiner presque. Exactement. L'arbre blanc, avec ses balcons immenses, il ne cherche pas juste à offrir une belle vue. Il crée une interface très visible entre l'espace privé et l'espace public. Il rend la vie des voisins perceptible. Il invite presque à discuter d'un balcon à l'autre. C'est vrai. C'est une architecture qui parie sur l'extraversion, comme on disait. La cité végétale, elle mise sur la nature comme catalyseur de bien-être et de lien social. Ce sont des réponses architecturales à un désir ou à un besoin de vivre ensemble. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que l'architecture peut créer du lien à elle toute seule? Alors ça, c'est la question fondamentale, évidemment. L'architecture, elle peut indéniablement créer des conditions favorables, offrir des espaces de rencontre, rendre la vie collective plus agréable ou plus probable. Elle peut inciter. Elle peut inciter, voilà. Mais est-ce que la magie opère si les habitants, eux, ne jouent pas le jeu? La responsabilité finale, elle repose pas sur les individus, sur leur envie d'entraide, de coopération, d'ouverture à l'autre. L'architecture propose une scène. C'est ça. L'architecture peut proposer une scène magnifique, mais ce sont les acteurs qui font la pièce. Alors si on essaye de rassembler tout ça, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours? Du co-living qui réinvente la cohabitation, à l'engagement bénévole qui incarne l'entraide, jusqu'à ces projets d'architecture qui rêvent de convivialité. Mhm. On voit bien qu'il y a une quête, non? Une recherche active, sous plein de formes différentes, de moyens pour cultiver le partage, la connexion dans nos sociétés aujourd'hui. Oui, une recherche constante. Donc, pour résumer un peu notre exploration sur la richesse en partage, on a vu le co-living, une solution moderne, pratique, mais aussi sociale, face aux défis du logement et à cette recherche de communauté, surtout pour les jeunes générations. C'est ça. Ensuite, on a parlé du bénévolat, cet engagement personnel qui est une pierre angulaire de la collectivité. Source de satisfaction, oui, mais avec ses exigences, ses difficultés parfois. Un engagement précieux, mais fragile. Et enfin, on a vu comment l'architecture elle-même, avec des projets audacieux, essaye de construire le vivre ensemble, de façonner nos espaces pour encourager la convivialité, la coopération. Exactement. Et le fil rouge, je crois, qui relie toutes ces initiatives, que ce soit les modèles d'habitat, l'engagement dans les assos ou la conception des bâtiments, c'est que le succès final, il dépend toujours des comportements, individuels et collectifs. L'humain, au final. Toujours. Les cadres peuvent être bien pensés, innovants, inspirants, mais la vraie richesse en partage, elle se nourrit au quotidien, d'entraide, de coopération, de convivialité, et de cette chose toute simple mais essentielle, la politesse. Le respect mutuel. Sans cet ingrédient humain fondamental, les plus belles structures, les concepts les plus intelligents, ils restent un peu des coquilles vides potentiellement. Et peut-être, pour finir, une petite pensée à méditer. On dit souvent que notre époque est marquée par un individualisme qui grandit. Oui, on l'entend souvent. Alors, dans ce contexte, toutes ces initiatives qui célèbrent le collectif, partager son toit, donner son temps, concevoir des bâtiments pour la communauté, est-ce que ce sont juste des poches de résistance, des exceptions qui confirment la règle? Oui. Ou bien, est-ce que ça pourrait être les signes avant-coureurs d'un mouvement plus large, d'un désir profond, renouvelé, de retisser des liens sociaux plus forts, plus authentiques, Une tendance de fond? peut-être. Et puis, plus concrètement, plus près de nous, quelle petite action, même toute petite, chacun pourrait commencer demain pour cultiver un peu plus ce vivre ensemble dans son propre quartier, son immeuble, son travail?